Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Je voudrais, avant toute chose, on va parler de l'Italie, de l'Europe, on va parler de l'amnistie votée au Sénat, amnistie dite sociale, mais je voudrais que nous parlions de Stéphane Hessel. Est-ce que Stéphane Hessel doit entrer au Panthéon ? Alors là, vous me posez des questions de cimetière, là. Non, pas de cimetière, non. Si le Panthéon, c'est un hommage qu'on pourrait lui rendre. On pourrait lui rendre. Vous y seriez favorable ? Si c'est proposé, en tout cas, moi, je dirais rien contre. C'est le principe même du Panthéon qui fait un peu, vous savez, il y a des gens qui voulaient pas y aller en disant je veux pas être tout seul là-dedans. Mais c'est vrai que le Panthéon de la République peut nous permettre de mettre en scène un des hommes et à travers lui, le Comité national pour la résistance. Mais voyez-vous, moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on ne refroidisse pas trop vite les cendres de Hessel. C'est-à-dire que, vous connaissez la chanson de Brassens qui dit les morts sont tous des braves types. Alors il est mort, formidable, tout le monde est d'accord avec lui. Non mais attendez, il ne s'agit pas de commémorer, il s'agit de célébrer. Comment un homme de 95 ans trouve l'énergie de s'indigner, d'écrire, de faire un petit bouquin, il croyait même pas lui-même au succès de ça, il menait sa lutte. Il y a encore, je crois qu'il doit rester 2 membres encore vivants du Conseil national de la résistance, sont eux-mêmes des guerriers de la tête, parce que ils sont très âgés, des guerriers dans leur tête. Alors, lui, il lui restait ça. Et j'en connais qui ont 20 ou 30 ans, qui sont déjà complètement amortis, qui ne s'indignent de rien du tout, trouvent l'ordre du monde dans lequel ils sont très raisonnables, et recommandent à tout le monde des souffrances. Donc quand on est de gauche, ce qu'on doit retenir, quand on est de droite aussi d'ailleurs, de Stéphane Hessel, c'est d'aimer assez la France pour la vouloir comme elle doit être, c'est-à-dire égalitaire, à bas la misère. Il aimait la France, il s'agit de dire, mais il aimait l'Europe aussi. Jean-Luc Mélenchon. C'était un Européen convaincu, Stéphane Hessel. Oui, il avait appelé à voter François Hollande, d'ailleurs. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Oui, non, mais parce que François Hollande est un Européen convaincu. Vous aussi, vous êtes un Européen convaincu. Lui est un Européen résigné, Hollande. C'est pas pareil. Il est merkeliste. Ah oui, merkeliste. Alors attendez, je vais vous terminer sur Hessel, c'est ça votre truc. Allez. Et puis on va passer à l'Italie. Hessel a appelé à voter Hollande. Il m'a même demandé de retirer ma candidature. Bon, mais ça, c'est le Hessel. Vous avez demandé de retirer votre candidature. C'est le Hessel militant, impliqué. Je respecte son engagement. Il s'était engagé de ce côté-là, ça montre sa naïveté. Il était persuadé que Hollande ferait du socialisme. Et donc il y avait une fraîcheur d'esprit de sa part, une espèce de générosité. Moi, j'étais plus lucide que lui. Et la suite a prouvé que c'est moi qui avais raison. Mais je n'en veux pas Hessel, c'est normal. Il était engagé jusqu'au bout. Je recommande à tous ceux qui nous écoutent, engagez-vous, prenez parti, mêlez-vous des affaires de votre pays. À droite ou à gauche. Oui, bien sûr. Mais c'est ça la grandeur d'un pays, c'est qu'il est en tension politique. Donc tout le monde se pose la question. Vous n'allez pas nous dire ce matin, engagez-vous à l'UMP quand même. Pourquoi pas ? Quoi ? Pourquoi seriez-vous ? C'est une opposition quand même. Bon, est-ce que vous êtes, si vous voulez Bourda, à adhérer à l'UMP, faites-le. Est-ce que vous êtes... Je vous en voudrais pas non plus. Est-ce que vous êtes le Beppe Grillo français ? Non, parce que Beppe Grillo... Ça vous énerve quand on vous dit ça ? Non, mais Parce que vous savez que la comparaison a commencé à surgir. Oui, mais ça me... J'en comprends la méchanceté, mais en même temps, j'en savoure le diagnostic. Parce que qu'on comprenne bien. D'abord, le programme de Beppe Grillo, c'est pas le mien. Dedans, il y a des trucs aberrants. Je vais le dire. Revenu minimum de 1 000 € pour tous les Italiens. Ça, non, 1000. Oui, 1 000 €, oui. Oui, 1000. Pas 2000. Hein. Oui, 1 000 €, oui, pour tous les Italiens. Attendez, ça on vous va, s'arrête un instant. Ça vous bien va sûr, écoutez, attendez, vous allez voir. Il a dit le salaire minimum à 1 000 €. Et le cœur des effarouchés qu'on a entendu en France dire, quand moi je proposais 1 700, qui était la revendication des syndicats, vous n'y pensez pas, vous allez ruiner l'économie, nous serions les seuls en Europe. Et lui, quand il a dit 1 000 €, c'est-à-dire quand même 700 de moins que moi, on lui a dit, vous n'y pensez pas, vous allez ruiner l'Italie. C'est-à-dire qu'on voit que partout, dès qu'il est question de payer correctement le premier salaire de base, les puissants ne veulent rien partager. Donc vous êtes d'accord avec lui sur ce salaire minimum ? Attendez, je vais vous raccourcir la séquence. Attendez. Vous voulez que je sois d'accord avec lui, c'est ça le truc. Mais je veux pas. Mais c'est la réalité. Référendum. Attendez. Référendum pour sortir l'Italie de la zone euro. Est-ce que vous demandez un référendum en France ? Non. Non, vous ne le demandez pas? Non. Pourquoi? On va recommencer. Alors allez-y. Non, vous voulez pas qu'on parle plutôt de ce qu'est Beppe Grillo que de moi et de... Je veux bien qu'on revienne sur mon programme. On est en France aussi. Mais oui, on est en France. Oui. Alors justement, au lieu de faire des momeries, apprendre à voir si Mélenchon est un clown, parce qu'à la fin c'est ça dont il est question. C'est pas moi qui le dis, c'est le candidat du SPD et le candidat du SPD en Allemagne qui dit que M. Grillo est un clown, que M. Berlusconi est un clown, et M. Cahuzac dit que M. Mélenchon est un clown. Voilà. Donc vous voyez que les réactionnaires sont les mêmes partout dans leur qualification. Clown est un métier honorable, plus honorable que menteur et mystificateur comme un social-libéral. C'est qui? M. Cahuzac est un menteur, un mystificateur? Attendez, mais c'est ce que vous dites, oui ou non?
Et on peut, est-ce que vous me laissez, Monsieur Bourdin, ce matin, développer une seule idée? Ou est-ce que vous voulez qu'on joue? On rigole, on se tape dans le dos comme des potes. C'est gravissime ce qui se passe. L'Italie va s'effondrer. Vous avez compris ça, Monsieur Bourdin? L'Italie va s'effondrer. Voilà ce qui va se passer. Et pourquoi? Parce qu'une bande de dingues, doublée d'une bande de médiacrates, qui jouent de la musique à côté, ont décidé qu'une fois pour toutes, il n'y avait qu'une seule politique possible en Italie comme en Europe, c'est l'austérité. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des clowns, sont des pites, sont des comiques, sont des gens qui mènent au chaos. Or, le chaos, c'est ces gens-là qui sont en train de le créer avec leur politique d'austérité. En France, nous allons aller maintenant, nous sommes à 1300 chômeurs supplémentaires par jour. Nous étions partis sur un horizon de plus 300 000 chômeurs dans l'année. Maintenant, tous les économistes disent plus 500 000 chômeurs. Ces gens sont en train de créer le chaos. Et quand vous avez une réaction des peuples, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas Becquet-Berillot, Mélenchon et ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est des millions de braves gens qui disent « Mais vous êtes devenus fous. Nous voulons juste travailler, vivre dignement. Nous voulons qu'il y ait des instits à l'école. » Vous dites que la colère italienne, c'est la colère européenne? Je dis que la colère italienne, c'est la colère européenne et que la chaîne va craquer quelque part. Je ne sais pas où. Est-ce que c'est en Italie? Est-ce que c'est en Grèce? Est-ce que vous savez que la fin de la semaine dernière, il y a eu des millions de gens dans les rues en Espagne pour dire maintenant ça suffit, partez tous, on vous a assez vu, vous êtes incapables de régler nos problèmes de vie, nous sommes dans la pauvreté, la misère, alors que nous sommes intelligents. Alors vous dites au gouvernement français, partez? Attendez. Vous me décevez, Bourdin, ce matin. Vous croyez que c'est ça que je suis en train de dire? Est-ce que c'est ça que vous entendez? Vous dites partez Monsieur tous. Bourdin, attendez. Mais oui, c'est ce que j'entends. Bon, c'est ce que j'entends. Moi, ce que j'entends, je ne dis pas, je ne vais pas faire votre camelote médiatique. C'est pas une camelote. Oui, oui. Alors Mélenchon a dit Hollande doit s'en aller. C'est absurde. Ce que je dis, c'est si vous ne changez pas de politique tous autant que vous êtes, et je vais même vous dire, je me fous de savoir quelle étiquette c'est. Si vous ne changez pas de politique, vous allez faire mourir ce peuple. Ce peuple ici en France et partout en Europe. Est-ce que vous comprenez qu'assez de misère, alors qu'on a un si haut niveau d'éducation, alors que les gens ont tellement envie de bien faire. Voilà ce que je dis. Et quand je le dis, moi, on dit « Ah, il est comique cet homme, regardez comme c'est drôle, amusons-nous avec lui, mettons-lui des étiquettes, des pancartes, comparons-le. » Moi, ce que j'essaye de faire entendre, c'est la voix de ce peuple qui dit qu'il y en a assez. Et moi, je ne suis pas pauvre, vous le savez, je suis très bien payé, et vous aussi, vous êtes très bien payé, mais vous êtes comme moi, vous ne supportez plus de vivre entouré d'une telle misère. Oui ou non, monsieur Bourdin? Non, c'est vrai. Bon, nous en sommes tous là, nous sommes des gens intelligents, pas forcément du même bord politique. Mais c'est pas Comment faisons-nous pour supporter un monde pareil, alors que notre pays est si riche? Voilà ce que j'essaye de dire. Et quand il y a une affaire comme l'amnistie, il faut que vous en compreniez la signification philosophique. On va en parler de l'amnistie. Non, on va en parler, mais je voudrais que nous parlions de deux choses. D'abord, de ces négociations qui vont s'ouvrir pour créer un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Formidable que vous me parliez de ça. Vous êtes le premier journaliste, je demande qu'on note ça, qui aborde sur un plateau de télévision le grand marché transatlantique. Ça fait 5 ans que je n'ai plus à dire. Demain, Pascal Lamy, le patron de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sera mon invité. À votre place, je lui parlerai de ce sujet. Parce que c'est un sujet majeur. C'est Barack Obama qui a abordé le sujet il y a une dizaine de jours dans son discours sur l'Union. Et effectivement, vont s'ouvrir des négociations instituant un grand marché de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Alors, marquons d'abord ce jour d'une pierre blanche. Jean-Jacques Bourdin, dans une émission de la matinale de grande diffusion, parle du grand marché transatlantique pour la première fois dans ce pays sur un média. C'est pas bien. Or, c'est extraordinaire, monsieur Bourdin, je vous félicite et je vous remercie de tout cœur. Pourquoi? Ça fait 5 ans que j'essaye de faire parler de ce sujet, parce que ce que vous ne savez pas, monsieur Bourdin, que je vous apprends ce matin, c'est que les négociations sont déjà commencées depuis des années et des années et des années. Que tous les 6 mois se réunissent des comités, que le Parlement européen a voté à plusieurs reprises pour dire qu'il était d'accord avec ce grand marché transatlantique. Il y a longtemps que les Américains d'un côté et les Anglo-Saxons d'une manière générale en Europe rêvaient d'une grande intégration économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Mais ce projet avait capoté dans la période de la guerre froide parce qu'il était trop ouvertement provocateur à l'égard de la Russie. Il a donc réapparu immédiatement après la chute du mur de Berlin, progressivement mais fermement. En 1998, une première formule est proposée. Elle est repoussée par le gouvernement français, qui était à l'époque celui de Lionel Jospin, Jacques Chirac étant président de la République. Les protagonistes sont donc attendus et puis ressorti leur projet en 2006, et cette fois-ci sous la forme de 2 rapports, l'un présenté par une démocrate chrétienne, l'autre par une membre du SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et c'est en 2006 que le Parlement adopte l'idée
d'un projet de grand marché transatlantique. Il s'agit d'un marché, de manière assez banale, maintenant on connaît la formule, entre les États-Unis et l'Union européenne, un marché sans entrave, sans réglementation financière, enfin bref, tout ce qui fait les merveilles d'un marché unique où prévaut la concurrence libre et non faussée. Un bond en avant a été fait en 2007 sous la présidence de Mme Merkel, qui présidait l'Union européenne à ce moment. Il y a eu une rencontre entre Bush, Barroso, Merkel, et les trois ensemble ont non seulement décidé d'amplifier le mouvement, de confirmer la date de 2015 comme date à laquelle le grand marché devrait être accompli, mais ont aussi créé un organisme qui est le Conseil européen transatlantique, le Conseil économique transatlantique, et ce Conseil économique transatlantique a déjà rendu 3 rapports. Si je mentionne ce chiffre des 3 rapports, c'est pour la raison que personne n'en a jamais entendu parler nulle part, et que ça ne fait que souligner le caractère tout à fait adémocratique de la procédure, car ce Conseil est chargé, lui, de mettre en place le grand marché pour 2015. Alors, ce marché, il pose le problème suivant. Comme, au fond, le marché unique, nous sommes maintenant bien placés pour savoir qu'un marché sans entrave réglementaire, avec la totale liberté de circulation des marchandises et des capitaux, progressivement aboutit premièrement à un dumping social total, à la règle du moins-disant social, financier, fiscal, ça c'est ce que nous avons pu vérifier en Europe, et surtout que progressivement se désintègrent toutes les structures collectives que la vieille Europe a cultivées au fil des luttes de classe et des conquêtes progressives. Je pense à toutes les institutions de santé, de services publics, d'éducation qui reposent sur le principe de la répartition et du service public, toutes choses qui sont absolument inconnues des États-Unis d'Amérique, et vous pensez bien que l'ajustement entre les deux se fait toujours dans le sens de la marchandisation d'absolument tous les biens et services. Voilà donc comment les choses, dorénavant, avancent, et il y a un organisme qui s'est constitué, un organisme parlementaire, dans lequel on trouve une délégation du Parlement européen, une délégation des 2 assemblées américaines. Et ce Conseil économique transatlantique, eh bien lui, il est coprésidé par le proche conseiller du président des États-Unis d'Amérique pour les questions économiques, et en Europe par le commissaire, le membre de la Commission européenne, qui est un social-démocrate allemand, qui a en charge, donc, avec son homologue américain, de tout faire pour que les choses avancent. Voilà. Donc c'est ça le grand projet, le grand marché transatlantique. Il a été voté systématiquement par la droite, tout le Parti socialiste européen, inclus les Français. De temps à autre, il y en a un qui s'abstient de Français, mais c'est le maximum de résistance qu'ils aient opposé à ce projet. Et évidemment, seul vote contre le groupe de la gauche unie européenne. Je crois que l'un des enjeux pour, je dirais, la liberté citoyenne des citoyens européens, c'est de pouvoir se saisir d'une question pareille, car elle ne manque pas d'ambition. Il est dit dans la dernière résolution du Parlement, elle est très récente, elle date du 26 mars de cette année, il est dit que le projet est de faire en sorte que ce partenariat soit ancré pour cette génération et les générations futures. Tout ça dans le dos des citoyens. Incroyable, non ? Que les dirigeants de tous les pays ont déjà dit qu'ils étaient d'accord. Et que ce que vous voyez, c'est une comédie. C'est-à-dire que tout d'un coup, un jour, Barack Obama en parle publiquement. Pourquoi ? Parce que l'horizon de ce grand marché, c'était 2015. Et que donc, ils ont l'intention d'y arriver en 2 ans. Ils n'y arriveront naturellement pas parce que les peuples vont se rendre compte... Mais quelles conséquences, à vos yeux ? Parce que l'instauration de ce grand marché, c'est pour lutter contre la Chine, notamment. Alors c'est d'abord une pensée belliqueuse. C'est les États-Unis d'Amérique doivent éponger leur papier dollar qui n'a pas de contrepartie matérielle, donc les Européens sont appelés à la rescousse. Le grand marché va amener une homogénéisation des normes sociales, techniques, juridiques entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Mais ce que je veux vous dire, et je redis, c'est que c'est déjà en route, et c'est ça qui vous donne la clé d'explication d'un tas de choses aberrantes. Pourquoi a-t-on donné en Europe un tel pouvoir aux agences de notation? Jamais on n'avait fait ça en Europe, parce que c'est ce qui vaut pour les normes de gestion des entreprises et des États aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça veut dire pour les travailleurs en France, pour les travailleurs de toute l'Europe, une régression sans précédent de leurs droits sociaux, parce qu'ils seront verrouillés par le droit social et le droit syndical des États-Unis d'Amérique. Donc moi je crie à l'arme et je le dis très franchement, si ce grand marché se réalise, cela signifie la mort instantanée du projet européen. Car le projet européen, en supposant
qu'on fasse semblant de ne pas voir ce qu'il est en réalité un projet libéral, c'était l'idée qu'il y avait un modèle social, un modèle civique européen et un autre aux États-Unis d'Amérique. Là, ça veut dire qu'on va faire le même. Eh bien moi, je ne veux pas être américain. Je préfère voir la fin de l'Europe que de voir le grand marché transatlantique.